Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, le rapport que je présente aujourd'hui est le fruit d'un cheminement que nous avons fait ensemble sur près de 10 ans. C'est un chemin marqué par le changement. Nous avons dû faire des choix difficiles et il y a eu une transformation progressive et inexorable. Nous avons commencé en 2017. Notre objectif était clair, que le système des Nations Unies pour le développement soit en mesure de venir en aide aux pays dans la réalisation des objectifs de développement durable. Les rapports que j'avais présentés à l'époque dressaient un diagnostic très clair et franc. Le système était trop fragmenté, là où il fallait de la cohérence, trop concurrentiel en interne lorsqu'il fallait faire preuve d'esprit d'équipe, de coopération, trop limité dans sa structure et ses capacités pour réagir aux besoins des pays et des peuples. Pour atteindre notre objectif, il fallait faire preuve d'ambition. Il fallait en effet aligner plus étroitement le système de développement sur les objectifs de développement durable eux-mêmes. Il fallait utiliser le pacte pour l'avenir pour nous guider en mettant l'accent notamment sur une meilleure utilisation de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle et mieux aligner les fonctions sur les priorités des pays. Renforcer les capacités pour répondre aux besoins des pays et assurer leur pilotage efficace et la bonne coordination des équipes de pays des Nations Unies. Ensemble, grâce au soutien sans faille et au conseil avisé des États membres et des collègues issus de l'ensemble du système, nous avons repensé notre mode de fonctionnement. Renforcé, indépendant, responsable et doté des moyens nécessaires pour répondre aux attentes des États membres, le système des coordonnatrices et coordonnateurs résidents se trouve au cœur de cette réforme. Grâce au plan cadre de coopération, le système peut mieux s'aligner sur les priorités nationales. Le système des Nations Unies pour le développement a amélioré ses capacités de coordination et ses interventions. Nous avons également renforcé l'application du principe de responsabilité et la transparence dans l'ensemble du système. L'organisation et les États membres se sont accordés sur un pacte de financement qui vise à ce que le système soit plus collaboratif, en introduisant plus de souplesse et de prévisibilité dans le financement. Le rapport que je présente aujourd'hui expose les résultats de ces réformes. Selon des enquêtes récentes, 94% des gouvernements jugent efficace le soutien apporté par le système des Nations Unies pour le développement. La part des pays hôtes considérant que les coordonnatrices et coordonnateurs résidents sont des interlocuteurs privilégiés au sein du système des Nations Unies est passée de 62% en 2019 à 90% en 2025. De plus, 80% des pays hôtes font état d'un soutien solide de l'organisation dans des domaines porteurs de changement allant de l'alimentation, la santé, l'éducation, à l'apprentissage numérique en passant par l'action climatique. Et ces résultats sont visibles au quotidien. Davantage de personnes reçoivent une aide alimentaire, davantage d'enfants ont accès à l'éducation, davantage de personnes et de familles bénéficient d'une protection sociale, davantage d'institutions nationales sont mieux à même de contribuer au développement. Et nous avons également amélioré notre efficience. Rien qu'en 2025, les entités des Nations Unies ont fait état de gains d'efficience bien supérieurs à 900 millions de dollars. Ce qui tenait notamment à une rationalisation des services et des chaînes d'approvisionnement et à un recours accru aux services partagés et à d'autres mesures. Nous continuerons à assurer sans relâche une gestion financière rigoureuse des fonds de la manière la plus efficace et la plus porteuse d'effets possible. Excellences, le système des Nations Unies pour le développement est aujourd'hui plus cohérent, plus responsable et mieux aligné sur les priorités nationales qu'il ne l'a jamais été. Or, à moins de 1700 jours de l'échéance de 2030, de nombreux pays subissent des pressions grandissantes. Croissance au ralenti, augmentation des vulnérabilités et de la dette, exposition accrue au choc et réduction de la marge de manœuvre budgétaire. Dans le même temps, le financement du développement se réduit comme peau de chagrin. Le système est certes mieux équipé, mais il souffre d'un manque de moyens de plus en plus criant. Nous vivons un moment décisif, mesdames et messieurs. La direction que nous choisirons aujourd'hui déterminera si les progrès faits ces 10 dernières années se maintiendront ou seront réduits à néant. Je distingue pour ma part 4 domaines où il nous faut encore agir. Premièrement, une meilleure adéquation avec les priorités nationales et régionales.
Malgré toutes les mesures prises, le système des Nations Unies pour le développement demeure fragmenté. La capacité des équipes des pays des Nations Unies à mener une action intégrée s'en trouve donc limitée. Les capacités disponibles dans les pays ne sont pas toujours suffisantes pour apporter l'aide nécessaire. L'action menée par les équipes régionales demeure souvent inadaptée aux besoins sur le terrain, car les capacités dans les pays ne sont pas toujours suffisantes. On continue de laisser passer des occasions de mieux collaborer pour mobiliser des ressources pour le développement. Voilà pourquoi nous devons mener ces réformes à bien et en rehausser le niveau d'ambition. Au niveau national, nous continuerons à réorganiser les équipes de pays selon des plans cadres de coopération assortis d'objectifs clairs et échelonnés, ainsi que de mécanismes de financement stratégiques. Il faut également de plus vastes et de meilleures compétences, facilement accessibles et mieux à même d'aider les gouvernements à mener leur action en faveur du développement. Au niveau régional, nous comblerons le fossé entre les capacités régionales et les effets nationaux. Des plateformes d'intégration régionale permettront de regrouper les capacités en matière de développement, d'aide humanitaire ainsi que de paix et de sécurité en un faisceau de mécanismes légers et réactifs visant à apporter un soutien rapide et flexible au pays. Il n'y aura donc ni modification ni confusion des mandats. Notre objectif est de veiller à ce que les pays aient accès aux moyens disponibles dans le système des Nations Unies pour faire face à des défis complexes. Et pour ce faire, nous réorganisons la direction et les capacités du système des coordonnatrices et coordonnateurs résidents. Il faut qu'ils puissent s'adapter à l'évolution du contexte sur des questions majeures comme le changement climatique. Nous examinons également la possibilité de fusion entre le PNUD et l'UNOPS, ainsi qu'entre le FNUAP et ONU Femmes, afin de mieux promouvoir le développement, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. À chaque étape, nous respecterons les mandats, consulterons les États membres et veillerons à ce que les réformes ne perturbent pas les opérations en cours des Nations Unies. Deuxièmement, nous poursuivons la phase suivante de la réforme menée au titre de l'initiative ONU 80. Cette initiative présente des propositions clés visant à recenser les gains d'efficience et à consacrer une plus grande partie de nos ressources, qu'elles soient humaines ou financières, au développement. Il s'agit notamment de mettre en place des pôles de connaissances communs visant à rationaliser les connaissances dans les domaines prioritaires, un mécanisme d'expertise à la demande permettant aux pays de bénéficier des compétences spécialisées de l'ONU, un plan d'action unifié visant à développer les services partagés et une plateforme d'accélération technologique, ainsi qu'un patrimoine de données à l'échelle du système grâce auquel les pays pourront accéder aux outils et aux informations dont ils ont besoin. Ce sont là des mesures pratiques visant à consacrer davantage de ressources et de moyens à l'obtention de résultats sur le terrain. En poursuivant ces réformes importantes, nous continuerons à compter sur la pleine collaboration et le plein appui des États membres. Troisièmement, le financement. Après avoir subi les coupes les plus importantes, les contributions versées au système des Nations Unies pour le développement par l'ensemble des partenaires de développement devraient encore diminuer cette année. Le financement des activités de base reste bien en deçà des objectifs convenus. La plupart des contributions demeurent strictement préaffectées et à court terme, ce qui limite la flexibilité et nuit à la concrétisation des priorités collectives. Quant au système de coordonnatrices et coordonnateurs résidents, il reste sous-financé et dépend principalement des contributions volontaires, avec un déficit considérable en 2025. Les résultats sont voie compromis. Si le prélèvement sur le budget ordinaire de 53 millions de dollars pour le système des coordonnateurs et coordonnatrices et coordonnateurs résidents a été un pas dans la bonne direction, il ne suffira pas. Un changement structurel durable, en effet, ne saurait reposer sur des mesures temporaires. Ce qu'il nous faut, c'est un financement plus stable, plus prévisible et plus souple. J'invite instamment les États membres à atteindre l'objectif de 30% du financement des activités de base fixé dans le pacte de financement et à contribuer à ce que le système soit doté des moyens nécessaires pour produire les résultats escomptés. Les dernières années qui nous séparent de 2030, les États membres doivent continuer à tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de développement durable. Alors qu'il se poursuit la réforme de l'organisation,
Les États membres doivent donner des orientations cohérentes aux organes directeurs du système des Nations unies pour le développement. Ils doivent également veiller à ce que leurs budgets nationaux soient axés sur le développement, la création d'emplois, l'éducation et l'élimination de la pauvreté. Face à l'augmentation incontrôlée des dépenses militaires, les pays doivent redéfinir leurs priorités en investissant davantage dans les instruments de paix et de développement et moins dans les instruments de destruction et de mort. Je demande une fois encore aux États membres de soutenir nos efforts visant à réformer l'architecture financière mondiale et à rapporter un véritable allègement de la dette aux pays qui en sont accablés. L'architecture financière mondiale que nous avons a été créée en 1945. Elle ne correspond plus à la situation actuelle et il y a une sous-représentation évidente des pays en développement. Adopté l'an dernier, l'engagement de Séville a montré la voie à suivre. J'invite tous les pays à tenir cette grande promesse pour les pays en développement. Excellences, ces 10 dernières années nous ont montré que le changement était possible. Le système que nous avons construit est plus solide, mais son succès exige des efforts, un engagement et un soutien continu. En bref, pour que la réforme aboutisse, nous devons continuer à travailler ensemble. Poursuivons l'édification d'un système de développement plus solide et plus efficace qui soit au service des pays et des populations du monde entier. Je vous remercie.